L'aspect travail va perpétuer, si on veut, leur identité parce que la prise de retraite, pour certaines personnes, c'est vraiment un deuil, là. Je parlais avec un ancien médecin qui me disait « Appelez-moi pas docteur, moi maintenant je suis un monsieur ». Je m'appelle Luc Maurice, président fondateur des résidences du groupe Maurice. Bienvenue au balado « Dans quelques aînés », où on discute sur différents sujets qui concernent la réalité des personnes plus âgées, accompagnées de 2 invités. On échange avec un expert en la matière et surtout, on donne la parole aux aînés. Alors aujourd'hui, on parle d'implication sociale face au vieillissement. C'est connu que le bonheur et le sentiment d'accomplissement passe tôt ou tard par la bienfaisance, par la générosité avec laquelle un individu est prêt à aider les autres. Ça s'applique également à une entreprise. Plus elle est consciente des besoins de la communauté qui l'entoure, plus elle sera enclin à l'aider lorsque cette dernière fera appel à elle, et vice-versa. Il s'agit de la responsabilité sociale, de l'implication sociale, d'une sensibilité à l'autre. Bon, ceci étant dit, ça requiert de la curiosité. Plus on est curieux, plus on veut connaître l'autre. Plus on le connaît, plus on l'aime, plus on veut l'aider. En fait, l'adage dit souvent « aimer, c'est connaître ». Et c'est important. Aimer, c'est connaître. Et l'implication sociale des aînés, ne serait-ce pas également simplement le fait de demeurer investi dans la vie, de continuer à aimer, de connaître et d'aider. J'en discute donc avec mes 2 invités, Lucienne Jeté, retraitée. Bonjour. Et José Vien, d'Humano Stratégie Conseil. Bonjour. Une première question à Mme Jeté, retraitée dynamique qu'on connaît. Vous vous impliquez dans plusieurs causes. Pourquoi vous faites ça? Bien, ça se résume à un mot, le plaisir. Ah, Pour moi, ça me procure du plaisir. Alors, c'est un plaisir d'abord d'apprendre, parce que moi, je suis une éternelle étudiante, et le plaisir de rencontrer des gens, particulièrement des personnes plus jeunes. J'habite dans une résidence, alors je suis avec des personnes âgées, on peut les appeler comme ça, et ça me fait vraiment du bien de rencontrer des plus jeunes avec des nouvelles approches, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Et pour moi, c'est le plaisir d'apprendre, de rencontrer des gens. C'est le plaisir aussi de me faire le bonheur de remplir des défis. Que ça soit d'apprendre un nouveau logiciel, que ça soit d'apprendre à me servir d'un téléphone cellulaire, là, parce qu'avant, j'en avais pas. Et puis, même de faire des mémoires pour le gouvernement sur des sujets qui m'intéressent. Pour moi, c'est ça, là, de m'impliquer socialement. Et comme j'ai pas d'enfant, pas de mari, j'ai plus de temps qu'une femme du même âge que moi qui a un mari malade, ou des préoccupations familiales. Donc, moi, j'ai le plaisir d'avoir beaucoup de temps, entre guillemets, libre, que je peux consacrer à ce qui m'intéresse vraiment. Madame Vien, Oui. vous êtes une spécialiste de la façon dont les aînés se sentent au quotidien, avec leurs contraintes sensorielles et tout. Au-delà des pertes des sens, comment définiriez-vous ce que c'est qu'une personne très âgée? Est-ce que c'est une personne qui décroche de la société, qui se replie sur elle-même? D'abord, il faut dire que la personne âgée, la personne très âgée, est d'abord et avant tout une personne. Donc, vieillir, qu'est-ce que c'est la signification de vieillir? C'est d'avancer dans la vie. C'est un processus qui est différent d'une personne à l'autre. Donc, le fait de vieillir, je pense que c'est propre à chacun. Tu sais, votre définition de vous impliquer, d'avoir du plaisir, mais on peut l'avoir à tout âge, assurément. Donc, Pas tard du tout, hein? Vieillir et être malade, c'est pas synonyme. En fait, pour moi, les gens qui vieillissent longtemps, c'est les privilégiés de la société. Hein? On ne veut pas décéder à 50 ans subitement. Ça, c'est pas vieillir. Hein? Mon grand-père m'a dit une phrase qui m'avait bien marquée. José, moi, je me trouve bien chanceux d'être vieux. Non, Puis, tu sais, c'est vrai, c'est un privilège de vieillir. Oui, oui.
Mais j'ajouterais quelque chose sur le vieillissement. C'est vrai qu'il y a des pertes sensorielles, là, l'ouïe, la vue, l'équilibre, mais il y a aussi un phénomène, en fait, auquel je suis devenue sensibilisée en restant en résidence, qui est un phénomène invisible, qui est le phénomène de la grande douleur. Beaucoup de gens ont des douleurs physiques, articulaires, arthritiques, rhumatismales, en tout cas tous les termes qu'on peut imaginer, et qui influencent vraiment leur vie, leur mobilité, leur humeur, leur approche des autres. Et pour moi, c'était une découverte. Comment la douleur était présente chez les personnes âgées. C'est intéressant de l'aborder, ça. C'est dans une notion de non-jugement par rapport à l'autre. Puis, tu sais, dans l'implication sociale, parfois, c'est ça qui va être un frein aussi. Une personne qui est en grande douleur, elle va peut-être avoir moins d'énergie pour s'impliquer, puis ça demeure pas moins qu'elle est une personne à part entière, intéressante, avec des passions. Sa vie, ce que sa vie lui amène, elle va être obligée peut-être de faire certains ajustements dans ses intentions. Ouais. Tu sais, il y a toute une question de non-reproche à l'autre, d'ouverture à l'autre, de tenter de comprendre qu'est-ce qui fait. Oui. Des fois, c'est des médicaments qui passent plus difficilement. Des fois, cette douleur-là chronique amène parfois des sauts d'humeur, amène parfois de l'insomnie aussi, donc de la faiblesse, moins d'énergie, absolument. Et c'est individuel à chaque Il faut être personne. empathique. Oui, parce que la douleur, c'est un grugeur d'énergie. Absolument. Et on a un capital d'énergie X, et puis si la douleur nous prive de notre énergie, ben on ne voudra pas aller à certaines activités ou on allait avec plaisir à des activités, par exemple jouer aux cartes, mais là, les mains nous font trop mal, alors on se dit, ben là, je vais cesser d'aller jouer aux cartes. Je dirais, le corps ne suit plus. Même si la personne veut, puis elle est motivée, puis elle a beaucoup de volonté, mais à un moment donné, là, la personne va dire, ben je suis plus capable, là. Il n'y a pas de mode d'emploi du fait de vieillir. C'est vraiment c'est de s'écouter, ce qu'on a envie, c'est quoi nos capacités, s'adapter. Puis le piège, je pense, dans le fait de vieillir, c'est l'âge biologique, l'âge ressenti, mais souvent, là où on va prendre notre coup de vieux, si je peux me permettre, c'est dans l'âge social, la façon dont les autres nous perçoivent. Il faut la prendre, notre place, en vieillissant. Mais toute la question de perception sociale aussi, qu'on appelle âgisme, est important. Malheureusement, c'est sournois, puis ça a un impact aussi sur l'implication, tout ce qui se dégage. Est-ce que j'ai encore ma place dans la société? Tu sais, on entend souvent cette perception-là. Donc, on a tous et toutes une responsabilité pour que vous ayez le goût de vous impliquer. Assurément, c'est parce que vous vous sentez bien accueilli aussi dans les endroits où vous vous impliquez. Sinon, on n'y retourne plus. Non, c'est ça. Donc, je pense que il faut être sensible comme citoyen, toute génération confondue. Il y a beaucoup de gérontologues qui définissent la personne plus vieille comme étant la personne qui perd ses repères avec l'externe, qui perd sa curiosité, qui déconnecte en fait tout doucement de son environnement, peu importe son âge. Qu'en pensez-vous, Mme Jeté? La personne plus vieille qui est une personne qui perd ses repères, je suis pas certaine que c'est une question d'être vieux. Je crois que c'est une question d'être malade. Parce que, au fond, vieillir, c'est une chance extraordinaire. C'est le contraire d'être mort. Alors, moi, je trouve que la personne qui perd ses repères avec l'externe, qui perd sa curiosité, bon, ici, on dit peu importe son âge, je pense que c'est associé à de la maladie, puis peut-être aussi au genre de vie qu'on a eu avant, parce que, selon moi, on vieillit comme on a vécu. Si on a été curieux, actif, impliqué, généreux, toutes les qualités qu'on peut avoir, ben on a des bonnes chances qu'on va continuer d'être une personne âgée comme ça. Mais si on a été grognon, renfermé, violent, ben c'est possible qu'on vieillisse comme ça aussi, puis même qu'on meure plus jeune parce qu'on s'aventure dans des sentiers qui sont dangereux pour nous.
Vous avez raison, peu importe l'âge, hein, quand on parlait tantôt de aimer, c'est connaître, ben, il y a des gens qui n'ont jamais été curieux de leur vie. Il y a des gens, on connaît tous des gens qui ont 50 ans et ils sont très vieux, psychologiquement parlant. Et ça, tout en n'étant pas nécessairement de mauvaises personnes, hein, c'est pas ce qu'on dit, mais si on ne porte pas beaucoup d'intérêt à autrui, et à autrui au sens très large de la chose, ben, on est un peu refermé sur nous-mêmes, donc un peu plus vieux dans notre état d'esprit, à mes yeux. On ne parle pas juste du corps, en fait. La santé, ça va au-delà de la santé physique, c'est Oui. la santé psychologique, Oui. c'est la santé sociale. Donc, vraiment, je pense que on a toutes et tous nos propres modèles mentaux par rapport au vieillissement, les biais. Tu sais, pour moi, vieillir, ma définition d'être vieux, votre définition d'être vieux, votre définition, c'est différent. Donc, ça dépend de notre bagage d'expérience, l'expérience qu'on a avec les aînés aussi, qu'on côtoie, avec ce qu'on souhaite avoir comme vieillissement. Il y a des événements parfois externes qui vont faire en sorte justement que la personne va perdre la santé. Donc, on associe, il y a une résonance entre santé et vieillir. Mais la santé dans sa globalité, là... À quelqu'un qui m'écrit un petit mot qui me dit « Pour moi, le fait que les aînés aient plus de temps et beaucoup de choses à apprendre encore, et beaucoup de choses à communiquer aussi, je pense que jusqu'à ce que leur santé tombe, ils sont encore beaucoup à offrir à la société. On a tous besoin de se sentir grandir, aimer et utile. Hein? Ça, c'est les 3 pattes pour moi de la santé psychologique et physique. On a ces besoins-là, mais on a aussi une responsabilité, pas seulement de grandir, mais de faire grandir. Pour moi, la question, c'est est-ce que c'est très important de s'impliquer comme ça ou ça dépend des gens? Ce qui fait vieillir, je pense, à Oui. vitesse accélérée, c'est l'isolement. Oui. Puis il y a une nuance à faire entre la solitude et l'isolement. Oui. La solitude, plusieurs personnes sont bien, ça fait partie de leur processus du vieillissement de faire le bilan, de ralentir. Mais lorsque ça devient de l'isolement, puis la pandémie a eu beaucoup de répercussions sur la qualité de vie des gens, sur la santé des gens également. Tout à fait. Et l'isolement, c'est une des 4 raisons pour lesquelles les gens viennent justement en résidence, parce qu'ils veulent socialiser un peu, ils veulent rencontrer des gens. 38% des gens qui viennent chez nous, c'est parce qu'ils ne veulent pas vivre seuls au bout d'une maison, dans un bungalow au bout d'une rue. Là, c'est, toute la vie sociale, ça fait partie de la santé. Ça fait partie de la santé, des 3 axes qu'on a dit tantôt. Hein, ça fait partie de grandir, d'être exposé à autrui, d'aimer, d'être utile pour des gens. Moi, j'adore que des gens autonomes en résidence donnent un coup de pouce à ceux qui deviennent moins. Et ça, pour moi, ça fait partie d'une grande famille. Alors, c'est tout à fait. Tantôt, on parlait d'agisme, de perception des gens face à l'aîné, face aux gens plus âgés en tout le moins. On sait souvent juste le fait de ne plus travailler réduit beaucoup la valorisation, la perception de l'individu dans une société donnée. C'est vrai, c'est intéressant. C'est vrai que notre identité professionnelle, elle est très forte. On s'identifie beaucoup par notre travail, par ce qu'on a fait. Puis notre travail, ça peut avoir été de s'occuper de 10, 12 enfants dans une maison. Peu importe. On prône beaucoup ce volet-là de notre identité professionnelle, familiale, tout ça. Donc, il peut y avoir une certaine déchirure, une cassure. Il faut se responsabiliser comme citoyen, de voir qu'est-ce que je peux faire pour soutenir la personne. Puis au-delà des rides, au-delà, c'est les yeux, le regard de la personne, c'est ce qu'elle est à l'intérieur. On s'en fout à quelque part du physique, là. On peut être amené... Il y en a que, paraître jeune, il y a autre chose que le paraître, là. C'est vraiment au niveau, je pense, de notre intérieur. Puis c'est ce qui va permettre d'avancer puis d'aller vraiment dans la profondeur de l'humain. Mais moi, je pense que la pandémie cause, à mon avis, un changement de l'image des personnes âgées. Ça fait 1 an et demi qu'on se fait dire qu'on est vulnérable.
et c'est matraqué à la télévision à tous les jours. Les vulnérables, c'est nous autres. Bon, alors, je trouve que ça va rester, ça va laisser des marques. Je trouve qu'il persiste une espèce de relent, de faiblesse. D'infantilisation. Quasiment, puis que, bon, vous pouvez pas voir vos petits-enfants, vous pouvez pas sortir de chez vous, ils peuvent pas venir vous voir parce que vous êtes vulnérable. Dans le fond, tout le monde est vulnérable, hein? Parce que du jour où on est, ben on peut mourir tout de suite. Bon, mais je trouve que dans le moment, là, c'est quelque chose, à mon avis, avec laquelle les gestionnaires de résidence, va falloir comme dealer avec cette perception-là qui est imposée aux personnes âgées. Les aînés, souvent, je me suis fait dire, moi, par des gens plus âgés, je me sens invisible. Voilà. Moi, je m'en vais faire mes courses, puis il n'y a personne qui me dit bonjour. On dirait que du jour au lendemain, graduellement, c'est comme si le regard des autres, il diminuait. Les gens, je me sens invisible. C'est vraiment une phrase que j'ai entendue souvent, ça. Actuellement, on voit quand même, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, que les gouvernements commencent à s'intéresser aux aînés, les fractions les plus jeunes, pour leur utilité, en disant on veut faire revenir au travail les retraités, on veut que les gens retardent leur prise de retraite, les régimes gouvernementaux de pension encouragent les gens à prendre leur retraite plus tardivement en majorant la rente si on la prend plus tard. Oui, encourager les gens à travailler plus longtemps. C'est ça. À leur rythme. De sorte que le 65 ans, qui dans le fond, qui remonte à Bismarck, au fond, là, qui est une vieille prise de position. Là. Oui. Aujourd'hui, avoir 65 ans, c'est être beaucoup plus jeune que d'avoir 65 ans au 19e siècle. Alors, moi, je pense que l'aspect travail va rejoindre, ou inversement, les personnes plus âgées vont rejoindre le milieu de travail et perpétuer, si on veut, leur identité professionnelle. Parce que la prise de retraite, pour certaines personnes, c'est vraiment un deuil, là. Je parlais avec un ancien médecin qui me disait appelez-moi pas docteur, moi maintenant je suis un monsieur. Alors, pour lui, là, c'était... Les gens qui se sentent plus rien après leur travail. C'est ça, il était vraiment dévalorisé du fait que maintenant, on ne peut plus l'appeler docteur. Alors, je pense que il va y avoir un regard sur les aînés dans la fraction la plus jeune, causé tout simplement par l'économie. Les personnes de 60 à 74 ans, c'est eux qui font le plus de bénévolat, c'est eux qui sont le plus disponibles à toutes sortes de groupes communautaires, sociaux, philanthropiques et tout ça, parce qu'ils ont un peu plus de temps, ils ont un peu plus de moyens, ils ont un peu plus d'énergie à ce niveau-là. Alors, c'est pas rien, ça non plus. Hein. Il y a beaucoup qui se fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup de villes du Québec, beaucoup d'arrondissements qui seraient pas mal éteintes s'il n'y avait pas toutes ces masses de personnes-là qui s'impliquent particulièrement en milieu moins urbain. Oui, les popotes roulantes, le bénévolat dans les hôpitaux, le bénévolat dans les CHSLD, l'aide aux devoirs. Même, on a vu, là, lors de l'élection lundi, que il y avait moins de bureaux de scrutin, en particulier parce qu'il y avait pas pu recruter de personnel et que le personnel qui se pointe pour faire ces rôles-là, mais ce sont généralement des retraités. Alors, au fond, on voit que les retraités, c'est pas simplement des gens qui consomment des services qui coûtent cher à la société, qui sont un poids. C'est aussi des personnes qui contribuent, et en plus, les jeunes vieux ne sont plus, ce qu'on reproche aux plus vieux, des analphabètes numériques, alors que, on dit, les vieux, là, ils savent pas servir d'un ordinateur, il faudrait tout leur expliquer, et puis... beaucoup de préjugés, hein? Beaucoup de préjugés. Ça, c'est un frein à l'implication. Oui, c'est ça, tu sais. Au fond, il y a possibilité d'avoir des créneaux
d'activités pour les personnes âgées. Là, actuellement, c'est ça qu'on fait. Là, on les recherche pour combler des postes à temps partiel, etc. Alors, moi, je pense que ça, c'est un angle par lequel on peut accrocher les personnes âgées. Mais moi, je trouve qu'il y a une autre voie aussi. Quand on voit la publicité sur les résidences en particulier, je trouve qu'on donne l'image que c'est des gens qui font juste rire, s'amuser, jouer aux cartes, qu'au fond, c'est comme une immense garderie où on va t'occuper. Alors que les retraités, qu'ils soient en résidence ou pas, puis moi j'ai l'expérience de la résidence, il y a beaucoup de couples dans lesquels un des membres du couple est malade, a besoin de soins, et c'est la personne plus jeune, plus valide, qui va aider cette personne-là. Alors, pour moi, c'est une implication sociale invisible. On ne montre jamais ça que dans les résidences ou à la maison, que madame aide monsieur ou inversement. Et pendant ce temps-là, c'est toutes sortes de services que le couple se rend à lui-même et ne consomme pas de manière sociale. Et je trouve que de valoriser cette contribution-là, tu sais, des grands-parents qui aident les petits-enfants à faire les devoirs, qui gardent les enfants, qui écoutent les adultes, leurs enfants qui ont des problèmes de couple, tout ça, c'en est une contribution sociale. C'est pas nécessaire d'être devant le devant de scène avec une étiquette et moi je suis ceci, là. Puis être actif, il y en a qui ont besoin, tu sais, de s'impliquer, de retourner au travail, de donner des heures de bénévolat. Ça leur fait plaisir, ça fait partie d'eux. Il y en a d'autres que, comme vous l'avez dit, bien, ils vont avoir beaucoup à donner, mais auprès d'un proche, auprès des petits-enfants. Ça, c'est vrai que ça demeure, c'est invisible. C'est invisible. C'est Puis ça. la proche aidance aussi, ça, c'est un dossier qui pourrait vraiment être intéressant de parler plus en profondeur. Mais souvent, le proche aidant ne se reconnaît pas comme proche aidant non plus. Donc, il y a à faire. C'est pour dire que chaque individu a sa place dans la société, a encore beaucoup à donner. Tu sais, moi, j'aime beaucoup parler d'empowerment, de responsabilisation. Tu sais, on est là puis on discute de comment, tu sais, qu'est-ce qu'un aîné actif. C'est propre à chaque personne, à chaque individu. Son pouvoir d'agir est capital. De se responsabiliser comme personne à dire, ben aujourd'hui, je vais m'écouter. Ça me tente pas de sortir. On a le droit. Mais demain, par exemple, je vais me donner le petit coup de pied pour sortir puis d'aller prendre l'air. Donc, il y a vraiment une question de responsabilisation. Puis c'est ça aussi, être en santé, c'est de prendre soin de soi. Mais on parle beaucoup d'implication sociale, on parle beaucoup de la valorisation par le travail. C'est ce que la société valorise. Comment faire pour ramener ça à ce qu'on est? Hein? Vous le disiez, Josée, tantôt. Ce qu'on fait, ce qu'on peut donner à la société, c'est une chose, mais est-ce qu'on peut parler des gens en termes de qui on est comme personne? Plus je connais, encore une fois, on revient à ce qu'on a dit tantôt. Là, aimer, c'est connaître. Là. Plus je connais de cette personne-là, plus j'ai des chances de l'aimer. Et puis, on la reconnaît. C'est connaître, c'est reconnaître. Il faut reconnaître le vécu, l'histoire, le bagage de vie, pas s'arrêter à c'est une dame ou un homme qui est en perte d'autonomie ou qui est moins actif. Mais l'histoire de vie, il faut être curieux. On se doit d'être curieux, de s'intéresser à autrui. Mais pour ça, ça prend du temps. Et ça prend des occasions aussi. À la résidence, moi, j'anime le groupe de tricot. Et puis, c'est une occasion extraordinaire de connaître les gens parce que, tu sais, on est là pendant 1h30. Et puis, alors, on a les mains occupées. On fait des vêtements pour la paroisse, là, pour les personnes itinérantes. Et puis, et ça donne l'occasion d'échanger. Et puis, vraiment,
vraiment, on devient des amis. Mais tu sais, la personne qui vient d'arriver, ben, moi, j'essaye toujours de, tu sais, bon, parle-nous un peu de toi, là, bon. Et puis, c'est là que, en fait, on découvre que c'est des personnes remarquables, tu sais, qui ont fait des choses vraiment, je dirais, qui sortent de l'ordinaire, là. Élever 8 Tout le enfants dans monde des a- situations difficiles. C'est là, ça. puis, Et puis, mais pour ça, il faut avoir l'occasion. Tu sais, par exemple, si tu joues aux cartes, là, tu t'échanges pas quand tu joues aux cartes. Tu es occupé avec ton jeu, là. Mais d'avoir des activités, bon, à la maison, on a un café philosophique, là, qui est animé par un résident. Puis, on est autour de la table et puis on écoute les arguments, puis on dit, ah oui, gardons, c'est intéressant ça. Puis cette personne-là, ah, on me dit, il me semble que j'ai un petit atome crochu là, qui s'agite là, en écoutant cette personne-là. Puis bon, alors, c'est pas juste d'avoir des activités, je dirais, extérieures à soi, là, tu sais, Oui, des oui, activités tout à fait. qui permettent l'expression D'échanger. d'une certaine intériorité, d'une certaine expérience. Et puis là, on se dit, bon, ben là, je connais mieux cette personne-là, puis, tu sais, Au-delà des préjugés parfois qu'on pourrait s'être fait avant tu sais, d'entrer en Tu sais, contact réellement, oui, d'apprendre à c'est se ça, connaître. c'est ça, là. c'est Votre ça. exemple est excellente. Ah. Et j'ai quelqu'un qui m'a donné cet exemple, un jeu de poche. Mhm. Mais je parlais à quelqu'un, puis il me disait, Monsieur Maurice, ça n'a rien à faire avec jouer aux poches. Pensez-vous qu'on est intéressé à jouer aux poches, nous autres? La plupart, non. C'est des opportunités pour mieux connaître des gens. C'est ça. Est-ce qu'on devrait dire que tous les aînés doivent s'impliquer en vue d'être mieux ou non? Ben, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par s'impliquer. Tu sais, peut-être que pour quelqu'un, promener son chien et puis parler avec tous les gens qui vont rencontrer, de la couleur du chien, de la race du chien, de l'âge du chien, c'est une façon de s'impliquer aussi. Tu sais? Tout à Bon. fait. Et pour d'autres, ben, ça va être, je sais pas, d'écrire un mémoire pour le gouvernement du Québec et puis parler du budget ou de la langue française, là. Bon, alors, il y a toutes sortes de... Parce qu'ici, on parle d'activités qu'on pourrait dire organisées par la maison. Tandis que, moi, je pense qu'il y a une petite chose qui manque, ce sont les activités que les gens eux-mêmes se suscitent entre eux, qui ne sont pas organisées par la maison. Quand je reviens toujours à la madame qui s'occupe de son mari qui est malade, ben, cette dame-là, ça lui fait du bien quand on lui demande, quand elle revient du CHSLD, qu'on lui demande, puis ton mari, comment ça va aujourd'hui? Alors, c'est... L'intérêt à autrui. Oui, Absolument. c'est ça. Tu sais, c'est que c'est pas organisé par la Absolument, maison. Il n'y a absolument. pas... Une notion d'empowerment. Tu sais, c'est on bon. revient là-dessus, là, notre Voilà, pouvoir d'agir. c'est Qu'est-ce ça. qui m'anime, moi, comme personne? De C'est quoi ça. j'ai envie? Voilà, c'est ça. Tu sais, puis de pas, je dirais, dévaloriser ces, appelons ça, ces tâches-là ou ces rôles-là qui sont invisibles, qui se passent dans l'appartement, qui se Le passent... quotidien. Le quotidien. Le quotidien. Faut pas puis ressentir la pression sociale, de pas avoir le goût d'aller dans dans le social. le social. Tu sais, Tout à on fait. peut être bien chez soi avec notre petit monde autour, puis on va se sentir pleinement investi dans notre vie. Oui, puis on En promenant joue, le chien. on contribue, là. Absolument. Tu sais, Ben oui, on absolument. contribue au bien-être d'une personne qui est malade, qui est hébergée. Et puis, moi, je me dis que ça fait partie, ça, de l'implication sociale. Madame Jeté, Madame Vien, je veux simplement vous remercier pour toutes vos réflexions importantes, vos commentaires enrichissants, agréables, mobilisants. Et j'espère qu'on va se rencontrer à nouveau. Sous une note, j'ai des idées en tête qui pourraient me faire amener à vous inviter à nouveau pour quelque chose comme ça. Merci à vous deux. Toujours prêt. Merci. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Jeté. Oui, moi aussi. Merci. Oui, oui, oui. Parlant d'implication sociale, j'ai une petite anecdote à vous faire à ce sujet-là. Et l'anecdote, je vais l'appeler l'anecdote la douzaine. Pourquoi la douzaine? Je m'explique.
Parce que j'ai la chance de côtoyer des milliers de personnes plus âgées. Et je peux vous dire très humblement que je connais au moins une douzaine de gens d'affaires respectables, connus au Canada, qui ont plus de 70 ans et qui sont impliqués. Je connais au moins une douzaine de grands chercheurs universitaires ou dans des instituts de recherche qui ont plus de 70 ans et qui font une grande différence au Québec et au Canada. Je connais aussi au moins une douzaine de grands leaders communautaires qui ont un impact clé sur le changement dans la société. Je connais aussi une douzaine parmi les plus grands donateurs, les plus grands philanthropes du pays qui sont très actifs à des âges de 75 et 80 ans. On connaît tous au moins une douzaine de politiciennes et de politiciens qui sont intéressés à changer encore et à protéger leur société. Je connais aussi des influenceurs importants et plus qu'une douzaine qui sont encore très âgés. Finalement, je vous dirais que je connais quelques centaines de formidables grands-parents. Formidable, c'est peu dire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter vraiment. Et j'espère que vous prendrez aussi un temps de réflexion concernant le fait que ce sujet nous intéresse tous. Parce que la réalité des personnes plus âgées aujourd'hui, c'est celle de nos proches. C'est la nôtre demain. On le dit souvent. Je vous retrouve au prochain épisode et j'échangerai encore sur un sujet crucial en lien avec les personnes plus âgées, toujours en compagnie d'invités animés, tout comme moi, par une passion, celle du mieux vieillir ensemble. Maintenant et dans quelques années. Bonne vieillesse.